Il y a des personnes dont l'histoire nous rappelle que l'horizon est plus large qu'on ne le croit. Des personnes qui avancent avec calme, avec détermination, avec cette conviction profonde que tout est possible. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Robert, un homme guidé par un principe simple et lumineux. The sky is the beginning. À travers son parcours, il nous invite à lever les yeux et à rêver plus grand que nos poumons. Alors, Robert, quand tu repenses à ton enfant, quelle image te vient à l'esprit? Merci Tina, c'est une très bonne question. Euh, je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal euh, et j'ai été à l'internat. L'internat, c'est les maisons d'option que les prêtres, les religieux, religieuses mettent dans les zones reculées, les villages où il n'y avait pas encore euh, une école très bien structurée, où les gens, souvent des familles les plus défavorisées, l'opportunité de venir avec leurs enfants. Donc, quand je ferme les yeux, que je pense à mon enfance, je me vois à l'internat, entouré de centaines d'enfants, allant à l'école, puis faisant des travaux domestiques avant d'aller à l'école, jouant au ballon, allant à la prière, et puis revenant. Cette vie rythmée d'études, de sport, d'amitié, de fraternité, c'est ça que je vois quand je me rappelle de mon enfance. C'est plus précisément l'internat de l'école Saint-Joseph de Ndiabel, à côté de Kaolack, au Sénégal. Et si tu pouvais me décrire le Robert quand il avait 10 ans, à quoi il ressemble? Écoute, quand je revois mes photos de 10, 11, 12 ans, je pense que j'ai pas trop changé. J'étais un Robert, voilà, grand et fin, mais toujours jovial. Et comment tu passais ton temps libre, hein, je veux dire, autre que le temps passé à l'école? C'était le sport. Dès qu'on finissait l'école, on avait un petit ballon qui était souvent percé, mais qu'on rafistolait. On passait beaucoup de temps à jouer au foot. Et après le foot, l'internat, que ce soit l'internat ou après plus tard, quand j'étais au collège, je suis parti au séminaire, la vie était quand même assez structurée, il y avait une certaine discipline. Donc après l'école, on partait prendre le repas, une petite sieste pour ceux qui voulaient. Ensuite, c'était le temps de sport. Et après le sport, il y avait toujours les travaux manuels. On avait un jardin où chacun avait une petite parcelle pour 2 ou 3 élèves, puis chacun allait arroser sa parcelle de tomates, de choux, de carottes. Donc après ça, ceux qui avaient la charge de s'occuper des porcs, de s'occuper des vaches, et puis d'autres allaient s'occuper des cheveux, pendant que d'autres allaient faire le nettoyage. Et comme ça que se passait notre journée. Beaucoup de sport, mais beaucoup de travaux manuels, et ensuite on partait étudier. Et pendant les vacances, j'imagine que pendant les vacances, c'est retour à la maison, hein, ça c'est complètement différent là. On n'est Tout plus dans à les fait. études. Pendant les vacances, c'était souvent le retour à la maison, mais pour un temps court, ma famille était à Kaolack et mes grands-parents étaient principalement au village à côté de Gossas, à Kermakodou. Donc, les grandes vacances, c'était aller voir les grands-parents au village pour passer l'hivernage. Donc, il fallait les aider à cultiver, s'occuper des vaches, au moins être là-bas, sortir de la ville, profiter de la pluie, du beau temps. Et c'était aussi une autre façon de se former à ce qui se passe dans la campagne. Et quand tu penses à ton enfance, de quoi est-ce que tu es le plus reconnaissant? Euh, je dirais la discipline que j'ai eu la chance d'acquérir à travers toutes les étapes de mon parcours. J'ai eu la chance d'avoir, que ce soit à l'internat, des maîtres d'internat qui nous aidaient à nous discipliner, qui nous accompagnaient à avoir une certaine rigueur
au jour le jour. Soit plus tard au séminaire, on a eu des formateurs qui nous ont aidés aussi à avoir une discipline de vie, fixer sur nos objectifs. Donc ça m'a beaucoup marqué. Des parents qui nous ont très tôt inculqué l'amour du travail, l'amour de l'école, l'amour des études, pour te dire que, comme on dit en anglais, the sky is the limit. Mais nos parents nous disaient que si je pouvais le traduire, je dirais que the sky is the beginning, des limites à ce que tu peux atteindre. Donc, travaille fort, crois en toi, et puis voilà, le monde est devant toi. La fois passée, il y a une phrase que tu m'as dite qui est restée dans ma tête. Que tu voudrais la partager encore avec nous? Comment est-ce que tu t'appelais quand tu étais enfant? Et quel est le nom que tu te donnais quand tu étais Oui, à enfant? l'époque, quand on commençait à faire nos premiers cours d'anglais, on a commencé à apprendre Hi, how are you, what's your name? Donc, j'ai toujours aimé l'anglais. Mhm. J'ai dit que je m'appelais James Billy Parker. Vous voyez, comme on regardait beaucoup les Mhm. films américains. James Billy Parker, c'était mon surnom. Né à Washington, baptisé à Rome. C'est pour ça que l'anglais, c'était vraiment le sujet de Robert, et puis je l'aimais bien. Et voilà, après quelques années, je suis venu aux États-Unis, je vis quasiment à Washington, et je parle anglais au jour le jour. Ouais, c'est ça. Quel a été ton parcours au niveau des études et au niveau professionnel jusqu'à aujourd'hui? Au niveau des études, ça a été un parcours assez normal. L'internat à Ndiabel, au village, ensuite le collège P12 de Kaolack, où j'ai fait la 6e à la 3e, tout en étant au petit séminaire Saint-Augustin de Kaolack, parce que je voulais devenir prêtre. Après le BFM, j'ai fait le lycée Val de Kaolack. Et après le bac, j'ai voulu continuer en dehors du séminaire. Et puis, je suis parti au lycée à l'université Cheikh Anta Diop. Et là, j'ai choisi de faire sciences naturelles à la faculté des sciences et techniques. L'université aussi, ça a été un moment que j'ai beaucoup aimé, un moment de formation où on a tous les loisirs qui sont à ta portée, mais voilà, il faut que tu te fasses une grosse discipline, surtout à l'université de Dakar, pour pouvoir avancer. Donc, cette discipline, avec la grâce de Dieu, m'a aidé à avoir ma licence au bout de 3 ans. Et puis, après la licence, j'ai eu une bourse du gouvernement du Sénégal, une demi-bourse, je dirais, qui m'a permis d'aller poursuivre mes études en France, plus précisément à Toulouse. Donc, j'ai eu une maîtrise en écologie. Et après la maîtrise en écologie, c'était principalement pour aller faire un doctorat. À l'époque, c'était 2005-2006. Je voulais aller travailler rapidement. Je voulais plus aller dans la filière professionnelle. Donc, j'ai fait le concours pour entrer dans les grandes écoles. L'école nationale supérieure agronomique de Toulouse, qu'on appelle ENSAT. J'ai été admis et puis j'ai été formé là-bas pour être ingénieur agronome. Et je me suis spécialisé en biotechnologie et amélioration des plantes. Donc, à la sortie de l'ENSAT, j'ai eu la chance d'avoir mon premier boulot à Paris dans une compagnie française qui s'appelle Agrogénération. Il y avait des projets de plantation en Afrique et de grosses fermes en Ukraine. Quand on parle aujourd'hui de Odessa, d'Ukraine, ça c'est des villes que je connais, un pays que je connais, qui a des terres noires très fertiles. Et quand je vois les bombes qui tombent là-bas aujourd'hui, je me dis quel gâchis pour ce grenier du monde. Et après, voilà, j'ai commencé à travailler à Paris. Ensuite, après 2 ans, j'ai eu une offre pour venir travailler au Canada. Une compagnie qui m'a recruté pour que je parte au Congo et planter des arbres pour la production d'énergie renouvelable qui, à l'époque, pouvaient être transformés pour être des crédits carbone qu'on vendait dans le marché mondial dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque le protocole de Kyoto. Donc, j'ai passé 2 ans en RDC, dans la province du Bandundu, une petite ville qui s'appelle Kikwit,
Et j'ai beaucoup aimé la RDC aussi, un pays extrêmement riche, population très vivante et puis au potentiel particulièrement énorme, quoi. Donc, quand on voit la RDC aujourd'hui avec son potentiel, voilà, on a toujours le cœur un peu de voir que le gap est énorme. Je suis ensuite revenu au Canada et puis j'ai voulu avoir une formation du Canada, une formation canadienne, parce que souvent, quand on vient avec les diplômes étrangers, on sent qu'il y a un gap qui fait que tu n'es pas à ton potentiel maximum. Donc, j'ai décidé d'aller à l'université de Sherbrooke, où j'ai fait une maîtrise en environnement et développement. Et cette maîtrise-là, effectivement, c'était un très bon choix parce que ça m'a permis de rentrer dans le monde minier. Ma thèse ou mon mémoire de maîtrise, ça portait sur les enjeux environnementaux et sociaux de l'exploitation des mines au nord du Québec. C'était à l'époque, on parlait du plan Nord au Québec, ce grand plan de développement de l'industrie minière. Donc, ça m'a permis de rentrer dans une mine là-bas, Royal Nickel, comme spécialiste en environnement. Depuis lors, je ne suis plus sorti de l'industrie minière. Depuis lors, je travaille dans les mines. Mais entre-temps, j'ai fait un autre certificat en Corporate Sustainability à l'Université de New York. Ça m'a permis de mieux comprendre comment faire le lien entre l'exploitation minière, mais aussi le rôle des entreprises dans le développement local. Et ce certificat-là aussi m'a beaucoup aidé à mieux comprendre, faire le lien entre la protection de l'environnement, le business case des entreprises et l'impact sur les populations. Donc voilà, et puis finalement, j'ai fait une thèse récemment sur l'exploitation minière, les minéraux critiques en Afrique et comment ils peuvent devenir un facteur de développement de l'industrie et des populations. La thèse qui est venue après l'apparition de ton livre. Tout à fait. J'ai publié mon livre en 2021. Ce livre-là a été le soubassement sur lequel j'ai pu bâtir la thèse qui m'a permis d'avoir mon doctorat à l'université de Groningen aux Pays-Bas. Peux-tu nous faire un résumé de ton livre? Je recommence. Qu'est-ce que tu veux transmettre à travers ce livre-là? À travers le livre, je voulais partager ma vision d'une industrie minière qui soit un agent de développement local. Parce que j'ai eu une belle opportunité de travailler dans l'industrie minière pendant plus d'une dizaine d'années. Donc, j'ai travaillé quasiment dans tout le cycle de vie d'une mine. Il y a l'exploration où on cherche où se trouvent les minéraux qu'on peut exploiter. Il y a la phase de développement où on construit la mine. La phase opération où vraiment on opère la mine, on exploite que ce soit de l'or, du fer, du cuivre ou n'importe quel minéral. Et ensuite, quand tu finis d'opérer ta mine, il faut la fermer. Il faut la fermer de façon durable, en tout cas qui respecte les conditions environnementales et sociales de base. Et même après la fermeture de la mine, tu dois t'assurer que la mine n'est pas une source de menaces, de pollution pour les populations. Donc, j'ai eu la chance de faire ce cycle de vie. J'ai travaillé au Sénégal. Par exemple, j'étais le chef du département environnement de la mine d'or de Sabodala, à Kédougou, au Sénégal. J'ai travaillé plusieurs années au Canada dans des compagnies comme ArcelorMittal, Glencore, qui sont quasiment les plus grosses compagnies minières au monde. De junior au début jusqu'à un poste de directeur corporatif de l'environnement et du développement durable. Donc, après 10 ans, je me suis dit que, Robert, le peu que tu as appris, tu peux peut-être le partager avec ceux qui sont intéressés par l'industrie minière, ceux qui sont intéressés par le développement local de l'Afrique. Mais aussi, tu as peut-être pu voir des gaps, des manquements, et puis tu as peut-être des idées de solutions que tu peux partager avec tes lecteurs. Donc, c'était ça la motivation pour moi d'écrire ce livre. Partager ce que j'ai vu, mais aussi proposer des pistes de solutions pour que l'industrie minière serve davantage
à l'Afrique et à ses populations. Tu as vu, bon, pendant ton expérience dans les mines en Afrique, qui t'a fait dire, il faut que je leur propose une autre vision. Euh, en fait, dans le discours, que ce soit dans les pays développés ou que ce soit dans les pays souvent en voie de développement, comme on dit, ou les pays riches en ressources, tout le monde dit que voilà, l'industrie minière doit être un facteur de développement. Les populations locales doivent en bénéficier, l'État doit en bénéficier. Bien entendu, les investisseurs qui viennent aussi, il faut qu'ils puissent en tirer avantage. Et on dit souvent qu'il faut qu'on fasse plus de transformation locale. Mais mon vécu et puis mes recherches ont montré que c'est pour ça que ma thèse porte non pas sur un seul pays, mais sur l'Afrique subsaharienne, pour voir vraiment la situation, voilà, à très haut niveau. La plupart des mines, notamment ce qu'on appelle les minéraux critiques aujourd'hui, du lithium, du cobalt, les terres rares, on exploite la matière brute, les minéraux bruts, le minéral brut, on le met dans un bateau, on l'envoie dans les pays à l'étranger pour le transformer là-bas. Et ça, c'est le modèle qui existe depuis avant les indépendances. Après les indépendances, il y a eu des discours de rupture. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que le modèle n'a pas changé. C'est ce que les Américains appellent from pit to port. Le pit, c'est la fosse où tu exportes le minéral. Ensuite, le port, c'est pour juste mettre dans un bateau et puis transformer ailleurs. Et quand ils ne transforment pas localement, écoute, c'est des emplois qui pouvaient être créés localement qui sont transportés ailleurs. Et en même temps, tu dis aux jeunes qui veulent immigrer, non, ne passez pas, alors que tu transfères les emplois qu'ils auraient pu avoir localement. Donc, j'ai voulu proposer un modèle qui soit vraiment un agent de développement local, plus de transformation locale, plus d'investissement dans la formation de la jeunesse, plus de transfert de technologie, plus d'investissement dans les infrastructures, parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir une mine, mais il faut avoir des routes énergétiques pour la production d'énergie, des ports, des chemins de fer. Et tout ça, c'est des facteurs de création d'emplois locaux. C'est ça qui a fait que j'ai voulu proposer ce nouveau modèle que j'ai symbolisé par le modèle Baobab dans ma thèse. À quoi ressemble la vie de la population de Sabodala, la population qui vit autour de la mine? À quoi elle ressemble actuellement? De façon globale, que ce soit au Sénégal, même au Canada ou ailleurs, la plupart des mines ne sont pas dans les villes. Il y a certaines zones où les mines sont proches des grandes agglomérations, mais souvent c'est dans des zones assez reculées. Quand je prends le cas de Sabodala, c'est à côté du village de Sabodala qui est, je pense, devenu une commune. Voilà, qui a ta mine d'or, la population qui est à côté. Souvent, à l'intérieur de la mine, il y a un camp. Disons que la mine emploie peut-être 2000 personnes. Tu peux avoir un camp à l'intérieur où peut-être 600 à 1000 personnes peuvent résider. Il y a un mélange de beaucoup d'expatriés, mais aussi des cadres locaux qui vivent là-bas. Certains font ce qu'on appelle des rotations. Donc, tu viens travailler peut-être pendant 4 semaines et puis tu rentres à la maison pendant 2 semaines pour te reposer, puis tu reviens. Certains peuvent voyager en avion, d'autres, selon peut-être le niveau dans la hiérarchie, tu sois cadre ou pas, tu peux être appelé à voyager par la route, soit des bus, soit des véhicules dédiés. La majorité aussi, une autre moitié des employés qui vivent, qui sont soit des gens de la population qui viennent travailler le matin et ils habitent à côté. Quand ils voient quand même les conditions de vie des gens qui sont au camp avec les gens qui sont dans les villages, tu vois un certain gap.
voilà, ce gap est là, c'est peut-être normal, parce qu'il faut aussi voir quel est le rôle de la mine et le rôle du gouvernement. En Afrique, on a été tellement habitué à bénéficier de l'aide, soit des compagnies, voilà, quand les colons étaient là, la Caritas, que cette mentalité de tout ou de beaucoup recevoir des compagnies est toujours là. Et certainement, à un certain moment, les attentes des populations par rapport aux compagnies vont au-delà du rôle. Il y a peut-être des choses qui dépendent de l'État et que les gens attendent des compagnies minières. C'est pour ça qu'il y a souvent des confusions qui découlent à des conflits, parce qu'il y a, voilà, peut-être une incompréhension des rôles et des responsabilités d'une compagnie et des rôles et des responsabilités d'un État qui reçoit des taxes, qui reçoit des redevances et qui a le devoir régalien de l'investir pour les populations locales. Bien vrai, les compagnies minières ont leur devoir de responsabilité sociale et environnementale, etc. Mais c'est peut-être pas des investissements à la hauteur des attentes d'une population locale qui aspire au développement. Donc voilà le paradoxe qu'on voit souvent dans les zones minières, cette incompréhension entre le rôle de l'État, le rôle des compagnies minières, et puis qui peut créer des conflits assez violents. T'as fait choisir le développement durable. Ayant vécu dans un pays en voie de développement comme le Sénégal, voyant quasiment la majorité des jeunes qui sont là, qui sont formés, voilà, qui ont fait tout ce qu'il faut. Ils ont été à l'école, ils ont été à l'université, les parents ont investi en eux. Et à la fin, le chômage est vraiment chronique. L'avenir, parfois, est incertain pour la majorité. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont besoin d'une seule chose, des opportunités. Certains peuvent devenir des entrepreneurs s'ils ont peut-être le coup de pouce ou les moyens pour pouvoir démarrer. Mais voilà, les autres ont besoin d'avoir des industries, un secteur privé national très fort pour pouvoir absorber cette masse de chercheurs d'emploi. Donc, qu'est-ce qu'il faut? On est vraiment une industrie qui est là, qui est capable de créer ces emplois, mais de façon durable. La protection de l'environnement, la protection des communautés locales, et aussi la création de richesses partagées. C'est ce qui m'a fait vraiment aller dans le sens du développement durable. Cet équilibre entre la création d'emplois, le développement local, mais aussi la protection de la planète. On parle de changement climatique, des émissions de gaz à effet de serre, on parle de pollution des eaux, nos océans, nos mers, on parle de la pollution de l'air. Tout ça, c'est lié à la manière dont on fonctionne et qui n'est pas forcément durable si on pense aux générations futures, si on pense à nos enfants, à ce rythme d'exploitation avec tant de pollution, de déséquilibres sociaux. L'avenir est peut-être pas trop rose pour nos enfants. C'est pour ça que je me bats aussi. Si les principes du baobab sont appliqués, à quoi va ressembler la... Écoute, dans le modèle Baobab, j'ai voulu proposer quelque chose qui a du sens dans l'imaginaire des Africains. Dans son livre Afrotopia de Felwine Sarr, il disait en substance que le modèle que l'Afrique utilise actuellement, il a été développé dans un rêve où les Africains n'étaient même pas présents. Donc, quelqu'un a rêvé d'un projet qui n'était même pas dans ce rêve, mais on te l'impose aujourd'hui. Est-ce que ce modèle te convient? Peut-être pas. Ce modèle a quelques avantages, peut-être, mais il ne correspond pas à ce qui vient de tes tripes. Le baobab, pour moi, c'est le symbole par excellence de ce qui se fait de bien en Afrique. Parce que le baobab, on le trouve dans quasiment toute l'Afrique subsaharienne. Un arbre géant, majestueux, qui est au cœur de la communauté ou au cœur des savanes. Chacun en bénéficie. La femme vient prendre les feuilles pour faire de la sauce. Les hommes viennent prendre les écorces pour faire des paniers ou d'autres équipements qu'ils peuvent vendre.
Les fruits sont utilisés pour faire du jus de baobab, les graines cosmétiques de l'huile de baobab qui est très bien vendue. Le baobab est une source de revenus pour chacun. Par tes conditions, tu peux en bénéficier. Moi, j'ai utilisé cette symbolique pour dire que les compagnies minières, des minéraux critiques de l'Afrique, doivent être utilisés pour le bien de tout le monde, tel qu'on le fait pour le baobab en Afrique. On n'a pas besoin d'importer un modèle pour ça. On a déjà un modèle qui fonctionne depuis des millénaires. Il faut juste l'appliquer. Et juste pour revenir sur les chiffres pour qu'on puisse voir l'ampleur. Le Fonds monétaire international a fait une estimation des minéraux critiques qui sont en Afrique. Et actuellement, on considère que 30% des minéraux critiques du monde se trouvent en Afrique subsaharienne, des réserves. Et ça, c'est en considérant que l'Afrique n'est même pas encore assez étudiée. Donc, ça pourrait être peut-être beaucoup plus que ça. Et si on exploitait juste 4 minéraux critiques, le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre, d'ici 2030, on pourrait générer presque 2 milliards de dollars américains juste en exploitant ces 4 minéraux en Afrique subsaharienne. 2 milliards de dollars américains d'ici 2030. 2030, c'est dans 5 ans. C'est 12 000 milliards, 1200 milliards de francs CFA. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent. Si on prend le marché des batteries électriques, donc tu prends le lithium, le cobalt, le nickel, tu les transformes pour faire des batteries électriques qui sont utilisées dans les véhicules électriques, dans nos laptops, nos téléphones, mais aussi dans le stockage de batteries pour électrifier nos villes et nos campagnes. Le marché actuel des batteries électriques est autour de 120 milliards de dollars américains. D'ici 2030, il pourrait arriver à presque 500 milliards de dollars américains. Quelle est la part actuelle de l'Afrique? Vraiment quasiment inexistante. Donc, imaginons maintenant une Afrique où ces minéraux aujourd'hui, on les exploite localement, on trouve des hubs. Quand je parle de hub, ça veut dire que chaque pays ne peut pas avoir son usine de transformation, son usine de fabrication de véhicules électriques. Il faudra aussi qu'à un certain moment, qu'on apprenne à travailler ensemble. C'est pour ça que l'intégration régionale est un des critères du modèle Baobab. L'union des forces. Si on voit par exemple la Guinée-Conakry, qui est très riche en fer, qui est très riche en bauxite, on pourrait faire de la Guinée le cœur d'un hub de l'acier ou de l'aluminium en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal a des réserves de fer. D'autres pays, le Sénégal commence à avoir du pétrole, du gaz. Ces industries-là nécessitent beaucoup d'énergie. Donc, le Sénégal pourrait être le pourvoyeur d'énergie. La Guinée être le hub parce qu'ils ont les minéraux, la transformation locale pour ne pas seulement juste exporter la bauxite et le fer, mais aussi le transformer localement, produire notre acier, produire notre aluminium, même aller loin, être vraiment dans l'industrie de la construction. Ça, c'est le hub de l'acier, du fer, de l'aluminium. Tu vas vers la Tanzanie, Madagascar, ils ont du lithium, ils ont des graphites. Ces minéraux sont utilisés aussi dans les batteries. Donc, vous pouvez être là-bas, avoir un hub avec la RDC qui produit le cobalt, avoir un hub pour tout ce qui va dans la construction des batteries électriques. Donc, tu as le hub qui produit tes batteries électriques. Tu n'es peut-être pas encore capable de produire les véhicules électriques, mais tu auras créé des centaines de milliers d'emplois pour ta jeunesse locale. Des emplois très techniques de formation, des routes de fer, des ports, et puis tu auras investi beaucoup d'argent dans des écosystèmes qui permettent de créer d'autres emplois. Parce que quand tu fabriques une batterie, tu auras besoin d'autres compagnies et fournisseurs qui vont aussi développer des emplois. Donc, au fur et à mesure, tu crées des écosystèmes industriels très spécialisés dans des hubs régionaux en Afrique. Donc, c'est ça ma vision, que l'on puisse mettre en
nions nos forces, travailler sur des hubs et non pas se subdiviser en micro-États qui ne sont pas compétitifs au niveau international. Est-ce que tu continues à défendre ce livre? Oui, je continue à le défendre, en tout cas à proposer le modèle. J'ai été récemment invité à donner un cours à l'université de Groningen pour les étudiants qui travaillent dans ce domaine, les étudiants de la maîtrise et du doctorat. D'autres formations dans d'autres universités, des grandes écoles. Et au fur et à mesure, tu essaies de diffuser ce modèle. J'échange avec le secteur diplomatique, des ambassades qui sont intéressées par le modèle Baobab, des institutions internationales qui sont intéressées par le modèle Baobab. Petit à petit, tu partages ce modèle, défends. Il y a certains qui y adhèrent. Et donc, voilà, chemin faisant, je pense qu'il pourrait être réalisé avec l'appui des gens qui y croient. Donc, tu gardes espoir quand même qu'un jour on va pouvoir le mettre en Oui, place. j'y crois à la condition que il faut que l'Afrique y croie. Ce qui est le plus difficile, c'est que je pense c'est Birago Diop qui disait que l'Afrique, c'est comme un mendiant qui est assis sur une mine d'or. Et ça, c'est très fort. Donc, ça montre que toi, tu es là, tu es assis sur une mine d'or, tu ignores ce que tu possèdes. Aujourd'hui, l'Afrique doit changer de paradigme. Avant, le pays était autour d'une table et l'Afrique essayait d'être invitée pour avoir une chaise pour participer aux discussions. Moi, ce que je propose, c'est que l'Afrique doit construire sa propre table, Qu'est-ce que tu veux dire par construire sa propre table? prendre son destin en main. Aujourd'hui, notamment avec l'ère des minéraux critiques, l'Afrique possède les minéraux. Tout le monde en a besoin. L'Amérique en a besoin, la Chine en a besoin. Quand vous voyez aujourd'hui le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis, c'est principalement autour des minéraux critiques, les terres rares qui sont utilisés dans la défense, dans les batteries électriques, l'aviation, dans l'aérospatiale, dans la médecine. Donc, tout le monde en a besoin. La Chine en a besoin. L'Europe en a besoin. Et l'Afrique les possède. Donc, il faut utiliser ce levier-là pour fixer les conditions. Écoute, les amis, vous en avez besoin. C'est là chez moi. Voici les conditions pour qu'on puisse avoir un partenariat gagnant-gagnant. Venez amener le capital, prenez en compte les besoins des populations locales, les intérêts nationaux. Faites des études d'impact environnementaux et sociaux pour protéger l'environnement, l'acquisition des terres. Venez, vous avez des experts en géologie. Venez nous aider à explorer davantage pour trouver nos ressources, le transfert de technologies, l'économie circulaire, les batteries, les véhicules, quand ils vont être usagés, qu'est-ce qu'on va en faire? On va encore les envoyer en Afrique comme si l'Afrique était la poubelle du monde? Non. Et formons nos jeunes, mettons en place des usines qui sont capables de recycler ces batteries et que l'Afrique soit aussi un hub de recyclage pour créer encore des centaines de milliers d'emplois pour notre jeunesse. Voici les conditions avec lesquelles je peux travailler avec vous. Et comme tout le monde en a besoin, on devient de plus en plus compétitif. Ceux qui adhèrent à cette vision de l'Afrique vont venir travailler avec l'Afrique. Pour moi, c'est la voie du futur. Tu penses à toute ton expérience jusqu'ici, quand tu penses à ton enfance, quand tu penses à tes études, à ton parcours professionnel, qu'est-ce que tu penses a mené à ton choix actuel? Qu'est-ce qui a mené au choix du développement durable? Je pense que la chance de voyager, le voyage, ça ouvre, disons, l'esprit à une autre façon de voir. Chaque fois qu'on voyage, qu'on découvre des choses, on apprend. Et le fait d'avoir fait les mines en Afrique, mais aussi d'avoir fait les mines au Canada, ça m'a permis d'avoir des éléments de comparaison. Donc, je vois comment les compagnies minières se comportent au Canada, le code minier canadien,
la réglementation environnementale canadienne, je vois comment les entreprises canadiennes investissent localement pour le développement et puis je vois ces mêmes compagnies qui sont en Afrique, comment les choses diffèrent. Donc, ça te permet de proposer des modèles qui sont inspirés de ce qui se fait déjà. Ce pas des modèles théoriques qui viennent d'ailleurs, mais écoute, ça se fait bien dans ce pays. C'est la même compagnie qui se comporte comme ça ici. Appliquons la même chose chez nous. Par exemple, le Québec te dit que quand tu viens demander une convention minière, donc l'autorisation pour pouvoir exploiter au Québec, tu dois faire une étude de faisabilité qui démontre que tu vas transformer localement les minéraux. Tu ne vas pas exporter juste du minerai brut. Donc, appliquons ce même principe-là en Afrique. Donc, ça fait 60 ans qu'on dit qu'on veut exploiter localement, mais non, c'est toujours du minerai brut qu'on envoie. Dans le code minier, cette clause du Québec qui dit que tu vas transformer localement autant que possible. Et juste avec cette clause, il y a un changement immédiat et majeur pour le développement local. C'est ça que c'est cette vision pratique. Il y a beaucoup de théories, mais moi, je veux venir aujourd'hui avec mon livre, avec mes propositions à la pratique, à la mise en œuvre, des clés de mise en œuvre qui sont capables d'être mises en œuvre de façon automatique, immédiate, pour des résultats qui sont tangibles. Il y a une phrase avec laquelle tu voudrais que les gens repartent aujourd'hui en t'écoutant. Quelle serait cette phrase? Une phrase je pense que c'est Léopold Sédar Senghor. Il disait que, je le paraphrase, l'homme est au début et à la fin du développement, comme agent et but final. L'homme est au début et à la fin du développement durable, comme agent et comme but final. C'est l'homme qui construit le développement durable, mais la finalité de tout développement, c'est l'homme. Replaçons l'homme au cœur de nos politiques, replaçons l'homme au cœur de nos stratégies, replaçons l'homme au cœur de tout ce que nous faisons pour que l'homme puisse en bénéficier. The sky is the beginning. Une phrase simple, mais dans l'histoire de Robert, elle devient une manière de vivre. Elle nous rappelle que nos limites ne sont pas des murs, mais seulement des lignes que l'on peut déplacer. Que l'horizon n'est jamais fixe, qu'il s'élargit à chaque fois qu'on ose faire un pas de plus. À travers son parcours, on comprend que commencer petit n'empêche pas d'aller plus loin. Et que le possible s'ouvre souvent au moment où l'on décide d'y croire. Alors, en quittant cette conversation, peut-être que la vraie question à se poser est la suivante. Jusqu'où sommes-nous prêts à lever les yeux?